Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Les origines. 1. PREALABLE à l'Europe sociale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la construction de l'Europe politique est une affaire entre des États membres. Il est assez clair que le marché commun s'est constitué à ce niveau-là, d'abord sur les termes de conventions juridiques, pour les raisons que nous définirons plus loin. Dans le même mouvement, le Conseil de l'Europe fédère tous les États européens, y compris les pays de l'Est. La raison d'État dominante à l'époque est qu'il faut dégager les nations européennes de la dynamique historique de la confrontation armée et éviter la répétition des guerres vécues depuis Napoléon. Les peuples ont suivi. En 1954, à la signature du traité de Rome, il fallait mettre les ressources des États au service d'un projet commun de reconstruction de l'Europe avec des objectifs généreux, fournir du travail, améliorer les conditions de vie. Les objectifs du traité de Rome sont d'abord ceux-là. La motivation politique essentielle est étatique. C'est l'Europe des États. Dans le traité, les citoyens ne sont pas oubliés mais l'urgence n'est pas là. C'est en 1957 seulement que fut créé le Fonds social européen. Dans les différentes sociétés qui constituent l'État, les peuples, les cultures, les patrimoines, les traditions ne sont pas considérées. Or ces composantes forment la société civile européenne. Sans vouloir faire l'exégèse du concept société, nous dirons qu'il recouvre globalement l'ensemble des interactions entre les divers groupes qui la forment dans ses fonctions politiques, économiques, sociales, culturelles, urbanistiques. Dans ce concept, nous identifions l'empreinte des mentalités des groupes, des valeurs de référence, des schémas de pensée, des traditions inscrites et portées. Au sein de chaque société, les individus sont embarqués au hasard de la naissance par un déterminisme social irrésistible. Chacun réinterprète ce déterminisme sur un plan personnel à travers son histoire, le sens propre de sa vie, son libre arbitre, ses croyances. Les pressions sociétales se placent aux divers niveaux des fonctions tenues. On ne peut donc dégager de la globalité le citoyen porteur de sa nationalité du citoyen inclus dans l'entreprise, appartenant à un syndicat ou n'y appartenant pas, croyant ou athée, sportif ou non, artiste ou non. L'individualisme philosophique est le produit des Lumières. La citoyenneté est issue de la Révolution française et des nouvelles constitutions. L'individualisme social, homme, femme, enfant, en 2010 a été façonné par des déterminants sociaux et écologiques qui lui sont propres. Les débats de 1789 entre les constituants confrontés à la confusion inévitable entre les droits individuels et leur impact collectif restent présents. Ils durent reconnaître, indépendamment des obligations collectives pour assurer le fonctionnement de l'État, le droit individuel à la liberté de pensée, de conscience, d'association, d'expression. Les droits et devoirs sociaux des citoyens sont longtemps restés timides, inexploités. La Charte des droits et devoirs sociaux du citoyen, en tenant compte de la nécessaire cohésion sociale, est née avec le troisième millénaire. En 2010, en Europe avec son histoire et sa culture, 3 éléments guident la construction politique européenne: les États, les sociétés et les citoyens, objets de droit. Par contre, la construction de l'Europe sociale, tenant compte de peuples avec leur culture et leurs comportements sociaux adaptés aux fonctions économiques, sociétales et nationales, appelle une nouvelle dimension, celle de citoyen social, sujet de droit par rapport à lui-même et aux autres. Elle concerne la scolarité, la famille, la position des enfants à l'école, des adultes, hommes et femmes, au travail, des seniors en inactivité. Elle concerne le logement, la qualité de vie, le bien-être, l'expression des bonheurs, la reconnaissance des minorités à exprimer leurs différences dans le respect. Elle forme la conscience sociale collective et le vécu de la citoyenneté, l'organisation de la solidarité et de la coopération, la répartition équitable des ressources dans une perspective de progrès et de justice sociale. Entre partenaires sociaux, le débat social dans ses rapports de réciprocité est toujours présent dans les échanges européens. Où est l'humain dans l'Europe politique ? Les longs échanges ont finalement abouti à un nouveau concept collectif. En 2000, le Conseil européen de Lisbonne invente la cohésion sociale. Elle constitue le ciment par lequel une cohérence peut s'établir entre tous les niveaux que nous venons de citer.
l'État avec ses fonctions politiques internationales, législatives, exécutives et judiciaires, la société constituée de ses différentes fonctions sociales, culturelles, etc., et l'individu pris comme citoyen avec ses valeurs, sa culture, ses spécificités originelles et ses obligations propres. Quand nous parlons de la construction de l'Europe sociale, c'est bien de cela qu'il s'agit. 1.1. Genèse de notre position. Au départ d'une organisation non gouvernementale internationale, et en tant que secrétaire général de l'Association interrégionale de guidance et de santé, nous avons construit notre position de coordinateur de programmes européens durant une vingtaine d'années. L'ambition d'un programme a toujours consisté à fédérer les réflexions, les approches, les conceptions en considérant l'originalité de la diversité des cultures, de toutes les particularités qui font la richesse des peuples et des groupes européens. En approchant la diversité de la dynamique citoyenne et sociale, nous avons mesuré la singularité des conceptions intellectuelles ou culturelles. Il en est de même quand il s'agit d'apporter des remèdes ou de prévenir certains risques. L'Europe sociale ne peut se faire, à notre point de vue, que dans la prise en compte de toutes ces singularités. Pourquoi ? Sur un plan théorique comme sur un plan pratique, nous savons que chaque individu est différent. La vocation des organisations sociales et des systèmes d'aide, d'assistance et de thérapeutique est d'apporter des remèdes à la personne. Chaque organisation sociale, dans sa fonction pratique, l'individualisation. Apporter remédiation à un sujet ne peut se faire qu'en tenant compte de son originalité. Et nous connaissons sa complexité. Pour nous, construire l'Europe sociale a consisté dans la création d'un ensemble de plateformes de réflexion et d'analyse, ouvertes à des responsables d'organisations et à des professionnels de différentes disciplines sociales et ce, dans le but de réfléchir aux dynamiques fondamentales qui activent l'approche thérapeutique, l'aide, l'assistance et la formation dans la culture des pays. Nous sommes tous dans ces forums, convaincus et animés par ce même constat. Issus d'associations slovènes, portugaises, belges, danoises, grecques, allemandes, autrichiennes, italiennes, espagnoles, françaises, polonaises, roumaines et britanniques, la pratique nous a tous amenés à constater qu'il est impossible de ne pas tenir compte de la singularité et de ces groupes d'appartenance. Ainsi, il faut envisager l'Europe sociale dans sa complexité individuelle, culturelle, groupale et sociétale. 1.2. Les bases communes. Le rêve du paradis perdu, étant tout humain, sur des corps de fond neigeux, le rêve d'un paradis où tout est vert et plein de soleil. La végétation y est luxuriante, la température agréable, les fruits et les fleurs abondants. Les animaux de toute espèce et les hommes circulent en bonne entente. Ce rêve du paradis perdu est en tout homme. Il est dans son patrimoine mental dès que l'homme s'éveille à l'expression par le verbe et le corps. D'aucuns diront que la recherche du beau, l'aspiration vers le meilleur, la marche vers l'harmonie font partie de la pensée humaine. D'où vient ce mythe du paradis perdu dans nos civilisations ? 65 millions d'années avant notre ère, au Paléocène, le climat change radicalement. Une période glaciaire s'installe rapidement. L'hémisphère nord se fige. La mer du Nord disparaît. Cette dernière glaciation s'achèvera 10 000 ans avant notre ère par une période interglaciaire chaude que nous connaissons toujours. L'Europe est la masse continentale la plus importante que porte la Terre en son hémisphère nord. Elle a été la plus affectée par les modifications climatiques. Il y a 30 000 ans, le climat se réchauffe progressivement et devient soutenable pour une faune et une flore adaptées. La vie est plus facile. Aurochs, chevaux, rhinocéros laineux, mammouths, bisons et humains néandertaliens vivent ensemble. Ils se sont tous acclimatés au froid, tous dotés d'instincts grégaires qui assurent à chaque groupe sa survie. Parmi les hominidés de la société néandertalienne, l'homme est un mammifère parmi les autres mammifères. Il vit des mêmes ressources naturelles. Il est imprégné par les mêmes circonstances de l'environnement. Il vit en bonne entente avec les ours, les mammouths, les rhinocéros, les aurochs, les loups. Les rivières sont poissonneuses, les fruitiers sauvages nombreux. La cohabitation entre les animaux est un consensus qui a pour contour des territoires assurant la nourriture nécessaire à la pérennité, les conditions d'abri et de protection qu'exige la fragilité des progénitures. Tous les mammifères sont pratiquement soumis à ces mêmes conditions environnementales.
Dans la grande communauté de mammifères, nul ne traduit des signes de paradis perdu à retrouver. Ce sentiment est seulement perceptible sur les parois des abris et sur les pierres. Le rêve du paradis perdu appartiendrait-il à l'inconscient collectif provenant du Pliocène où tout était luxuriant? Il y a 20 000 ans, dans la toundra quasi stérile et sur ses glaciers, pouvait-on aussi parler d'Europe sociale alors que les populations se rassemblaient en espèces, vivaient en clans sur leur territoire déterminé, leur assurant protection, renouvellement, pérennité? Nous n'allons pas écrire la genèse de la culture, sur le territoire qui deviendra l'Europe, mais seulement nous interroger et confronter nos lectures de la préhistoire et de la géologie. Et si la grégarité des loups générait elle aussi une culture sociale, acquise et transmise de génération en génération, ajoutant aux comportements anciens des comportements nouveaux destinés à répondre à la modification de l'environnement. 1.2.1 Quand la culture s'ajoute à la grégarité. Peut-on dire que la culture est d'abord une accumulation de comportements de plus en plus diversifiés, de plus en plus complexes, transmis par imitation, par tradition, par la mémoire entre les membres d'une espèce? Certes, la grégarité est à la base de la culture. C'est au départ de cette pulsion naturelle à se rassembler que nous voyons apparaître la culture, l'expressivité des attitudes et des comportements. À la grégarité s'ajoute la culture dès que l'homme, la femme, la tribu, la société ont inventé des comportements psychomoteurs capables de reproduire en représentation graphique ce que la mémoire permettait déjà de reproduire en des sons et en des gestes, de plus en plus différenciés. L'abstraction et sa représentation font la différence par rapport à l'imitation, la répétition. Nous pouvons spéculer sur ces traits fondamentaux qui font l'humanité dans sa dimension affective, relationnelle, sociale. Les témoignages vivants de cette spéculation se voient à travers les peintures rupestres préservées dans les grottes où des humains, de génération en génération, se rendirent afin d'y projeter des intentions en peinture et signes alliant pensée, mouvement, imaginaire et désir, en association simple ou enchevêtrée. Dans la vallée de l'Homme traversée par la Vézère, des grottes de Lascaux au fond de Gaume, se trouvent leurs témoignages dans les profondeurs encore actuellement visibles. Au fond de Gaume, une grotte est accrochée à mi-hauteur dans la vallée de la Vézère comme un abri sous roche, une paroi ouverte. À plus de 150 mètres de profondeur, il y a des peintures, des gravures, des sculptures témoignant du passage de l'humain sur une période de plus de 20 000 ans. Dans la profondeur du sol restent encore cachées des peintures et des gravures. 1.2.2 Expression sociale des vécus. Le décryptage de ces différentes expressions graphiques, tantôt mouvementées, tantôt figées et tantôt entrelacées, témoigne d'emblée, pour un artiste averti, d'une activité collective de centaines de personnes qui à travers ces périodes y ont déposé leurs empreintes. Aucune expression n'est pure. Elles sont toutes maculées, en surimpression d'autres formes d'expression collective mais néanmoins respectueuses de l'œuvre de base. Une partie de graphie a été réutilisée par un autre artiste, pour une autre expression. Le tout s'entremêle et donne à ce complexe une dimension collective de fresques que nous retrouverons beaucoup plus tard dans les peintures murales. Sur les parois de pierre, je ne vois que du collectif où s'entremêlent des dominantes évidentes. La force brutale d'animaux qui s'affrontent et la tendresse amoureuse de gazelles qui se caressent. Il y a dans ce décor autant d'œuvres masculines que féminines. Il y a des œuvres d'enfants. Interprétation de tout cela? L'interprétation est dans le regard de celui qui lit et projette sur la paroi ce qu'il croit ou veut y voir. Nous n'avons voulu y voir jusque-là que l'œuvre masculine, car seule l'œuvre des hommes interpellait les esprits cultivés du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La femme comme auteur n'était pas considérée dans le décryptage des œuvres archéologiques. Quant à l'enfant, on ne pouvait imaginer qu'il soit associé au monde des adultes. Cependant, nous pouvons y voir des traits féminins et des traits d'enfant. Partout la grégarité. Partout l'humain est présent par son individualité et sa conscience de la collectivité. Il est total. Il est collectif et personnel. L'œuvre de l'un s'emboîte dans l'œuvre de l'autre sur un temps plus long que celui de l'écriture, qui permit à l'humanité de témoigner de son histoire. La culture de Néandertal, de Cro-Magnon, c'est cela. C'est déjà la grégarité, déjà la société, déjà la pensée sociale.
C'est déjà la représentation de ce qui nous environne en y adjoignant le ressenti, le vécu, l'expression, le désir, peut-être l'envoûtement que nous voudrions y mettre en plus. Il croyait par là qu'en adjoignant ces signes, il mettait une forme de politesse pour être mieux accepté. Cro-Magnon pensait comme l'Européen moyen. Cro-Magnon était l'Européen moyen. 1.2.3 La femme dans la préhistoire. La culture du groupe, de la tribu, marquée par des originalités, traduites par des pratiques, confère l'identité spécifique de chacun. Au bord de la Vézère, dans certaines tribus, à des époques distantes l'une de l'autre de 2000 ans, les attributs sociaux comme l'habillement, les tenues d'apparat, les rites ont pu être identifiés grâce aux signes sur les objets courants et aux témoignages laissés. Porté par mes gènes d'archéologue amateur, je ne pouvais me refuser la découverte des Hésies. Visitant la grotte de la Madeleine, j'en vins spontanément à fouiller dans les dégagements antérieurs. Apercevant une dent percée, l'étincelle crépita. « Voilà Madeleine, pensai-je. » Madeleine avait laissé ses empreintes dans cette grotte. Sur sa poitrine opulente, elle avait un collier de dents percées en ivoire noir étincelant. Sur ses bras, un enfant. Au bord la rivière, le sol de l'abri occupé depuis plus de 10 siècles a quasi atteint le plafond de l'excavation géologique. Les Magdaléniens ont occupé cet endroit jusqu'à l'avoir comblé totalement de leurs détritus de cuisine, de restes, de débris d'alimentation, de traces de leur existence dans un univers glacé où par la mise au point d'habillement adéquat, ils ont survécu à travers les glaciations. L'art des Magdaléniens, dans lequel ils étaient devenus maîtres, était de sculpter des harpons. Qui leur avait appris ? Au bord de la Vézère, la température était plus chaude, les nuits étaient moins froides. Alors que les animaux avaient fui le froid, les poissons dans la Vézère trouvaient un milieu propice à la vie. Les hommes du bord de l'eau devinrent des pêcheurs, aussi extraordinaires que leurs harpons. Quand le pêcheur est amoureux, il fabrique des bijoux et devient créateur d'ornements personnels et sociétaux, rituels du désir, de la fécondité, de la protection et de l'amour. Sur le bois comme support, le message surgit. Il est dédié. La figuration devint ainsi un vecteur de communication personnelle ou collective. Quand l'intention a un support matériel, celui-ci devient symbole du sentiment, du désir. Il devient signifiant. Il est aussi représentant de l'autre. Ainsi la culture a-t-elle franchi un étage ? Elle se donne l'abstraction en plus. De là au langage, progressivement. De là aux signes que nous interprétons. La culture du groupe est forcément la culture de la société. 1.2.4 Des cultures. L'Europe sociale est un éventail de micro-cultures, toutes identitaires à travers les âges. La culture des groupes relie ses membres par des supports symboliques. C'est le point commun. Le groupe ne secrète pas sa culture, pas plus que l'individu ne prend la culture du groupe. La culture est l'interaction permanente, une forme de construction psychologique grandissante, s'enrichissant par la différenciation et la division. C'est ce que nous disent les graveurs et les sculpteurs de la grotte de la Moute et que nous rappellent beaucoup plus tard nos ancêtres les Gaulois. 1.2.5 Le climat fait les différences. Nous ne dirons rien des civilisations à l'orient du bassin méditerranéen, où, dès le 5e millénaire avant notre ère, l'expression graphique et la figuration étaient communication, permettant ainsi avec une plus grande facilité la transmission des événements, des produits de la mémoire et des découvertes singulières. Alors que l'épopée de Gilgamesh était une histoire contée aux enfants d'Assyrie dans le bassin de l'Euphrate, le nord de l'Europe était sous les glaces. En Norvège, au Danemark, des hommes et des animaux vivaient dans les conditions qu'avait connues Néandertal 150 000 ans auparavant sur les bords de la Vézère et de la Dordogne. L'Europe sociale est l'Europe des humains vivant en société. Il n'y a guère de différence dans les schémas de comportement de Néandertal, Cro-Magnon et nos ancêtres les Gaulois. L'Europe change de comportement et de sémantique dès l'arrivée des envahisseurs romains et de leurs légions, amenant la culture méditerranéenne, balayant pour une part essentielle la culture de l'Europe ancienne occidentale 2 millénaires auparavant. La vie des sociétés, en Europe et ailleurs, est fondamentalement déterminée par l'environnement climatique. Nous connaissons l'histoire écrite jusqu'à 10 000 ans avant notre ère,
et nous savons à quel point le climat a pu changer la représentation de la réalité. Imaginez les réactions des humains, il y a 8000 ans, quand la mer Noire se constitua, l'eau de la mer de Marmara envahissant les plaines du Bosphore et le lac Pontique. Vers la même époque, tout près de nous, les îles britanniques furent séparées du continent européen par la montée du niveau de la mer. Quel impact sur les représentations du monde? Voilà que l'Europe géographique se rétrécit, et que l'Europe sociale se voit privée d'une partie de ses populations. 1.2.6 Représentation sociale et réalité. Pouvez-vous imaginer comment les populations ont vécu cette montée progressive des océans de plus de 100 mètres et le recul des côtes, la mer envahissant progressivement les terres, les fleuves dont le cours doublait en largeur et se ralentissait dans leur écoulement vers les mers et les océans? Pouvons-nous imaginer ce qu'était pour ces humains la représentation sociale des cités installées non loin des rivières, qu'il fallut, comme cela se passe maintenant quand on érige un barrage, dégager vite pour s'installer sur les parties plus élevées? En 2009, pour l'humain, l'Europe sociale est la représentation qu'il en a avec sa conscience des mutations de l'histoire. Il y a en plus le rêve du modèle européen. 1.2.7 La profondeur de la mémoire collective. Après cette introduction, vous pouvez concevoir comment nous voyons l'Europe sociale. Vous pouvez aussi rapidement imaginer comment l'Europe sociale peut devenir l'Europe des citoyens. Il faudra du temps à l'Europe des ethnies, des tribus, des villages, des régions pour devenir l'Europe sociale des citoyens. Nous pensons en 2009 être beaucoup plus loin que les humains ne l'étaient quand, il y a 8000 ans, la fosse entre le continent européen et les îles britanniques se remplit d'eau pour devenir ce que nous appelons maintenant la Manche ou the Channel. De jour en jour, l'angoisse collective augmente quand il est question de réchauffement climatique. Nous appréhendons les modifications géographiques, entraînant des mouvements de population. L'histoire de la Terre se répète. Il faut seulement connaître un peu l'histoire de la Terre au-delà de l'histoire écrite. Nous distinguons trop facilement la géologie, la géographie, l'anthropologie alors qu'elles sont dans la réalité étroitement liées. C'est ce que nous révèle le regard transversal de 20 000 ans que nous portons sur l'Europe. Nous ne pourrons nous en départir en faisant le bond historique qui nous amène à notre époque. La mémoire collective a tant de souvenirs anciens, qu'elle nous déconcerte parfois. Rien d'étonnant. Elle est plus profonde que l'histoire écrite. Seul le vécu et l'émotion la révèlent. 2. L'idée EUROPEENNE. 2.1. La jeunesse en 1955. 2.1.1. Une nouvelle jeunesse, un autre monde, des espérances. Les adolescents de 1955 sont les bâtisseurs de l'Europe sociale, celle qui va compléter l'Europe politique. Ils ne savent pas encore comment elle sera. Ils veulent que ce soit un autre monde, plus juste, plus égalitaire, où la jeunesse ne soit pas saignée à 50% sur les champs de bataille ou sous les bombes, tous les 50 ans. En 1955, la science a avancé à grands pas mais dans les universités, la remise à niveau des connaissances n'en est pas encore là. Beaucoup d'adolescents se posent des questions de conscience. Faut-il marcher sur les pas des générations antérieures? Recommencer ce que les parents et les générations passées ont complètement raté? Pour certains, il faut faire une halte maintenant. Albert Camus souligne l'évidente absurdité à laquelle on conduit la déflagration de violence et la guerre. Jean-Paul Sartre invente l'existentialisme comme la prévalence de l'existence sur les sens. L'existence est humaine et dépend de celui qui la porte. L'individu est responsable, totalement responsable, dit-il. Il restitue donc à l'homme sa force personnelle. Certains objecteurs de conscience diront non à tout renouvellement des conduites guerrières qu'annonce la reconstitution des blocs OTAN et Pacte de Varsovie. Il faut d'abord dire non à l'enrôlement militaire, non à l'incorporation, non à l'apprentissage de la guerre pour enfin pouvoir construire autre chose. Il faut savoir tourner la page. 2.1.2. Refus de suivre la voie des aînés. Certains courageux, idéalistes sans doute, trop peut-être, refusent de suivre le chemin des aînés. Pour le moment, déserteurs par rapport à des engagements moralement et politiquement inacceptables au vu de l'histoire immédiate,
ils sont pleinement engagés pour la construction d'une Europe sur d'autres bases, la paix et la cohésion entre les peuples d'Europe. Le service civil international a de tout temps été la voie royale des objecteurs de conscience. Cette association internationale préconise le civisme, la solidarité et l'entraide aux populations au lieu de l'apprentissage de la guerre. S'il en est qui voient le patriotisme dans la marche au pas et l'apprentissage des armes, il faut reconnaître à d'autres la liberté de donner au pays leur bonne volonté et leur engagement au service des citoyens. Ainsi allons-nous voir dans certains pays européens, des parlements reconnaître et établir le statut d'objecteur de conscience, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et ultérieurement en France. 2.1.3 Construire la paix, c'est aussi construire l'Europe sociale. Certes, en 1955, il n'est pas question d'Europe sociale comme nous l'entendons en 2009, mais tout est en germe. Ce que disent les objecteurs de conscience de l'époque n'est rien d'autre que l'Europe sociale que nous voyons pour le moment. 2.1.4 Réparer ce que la guerre a détruit. Les adolescents de 1955, conscients, engagés, quelque peu culpabilisés par la conduite des aînés, éprouvent le besoin de réparer ce que les générations passées ont détruit. Ils veulent construire leur vie, sans encore savoir ce qu'elle sera. Construire est une avidité collective. Écrire est un parti pris sur l'avenir. C'est ce que font les Camus, Malraux, Cesbron. 2.1.5 Un monde meilleur pour les plus défavorisés. Le rêve de l'Europe sociale est porteur de plus d'égalité et de solidarité pour ceux dont la naissance n'amène pas la fortune, dont les conditions socio-économiques ne permettent pas d'accéder aux études supérieures, à l'université. Tous ces petits poussets ne seront pas les parlementaires de l'avenir. Peut-être seront-ils des délégués syndicaux, des militants communistes, socialistes ? 2.1.6 Refus du déterminisme social. Apporter plus d'égalité aux défavorisés. Cette idéologie sociopolitique prendra son envol dans les années 1950. Il faut investir dans toute la jeunesse, même celle qui n'a pas accès à la voie royale des études. D'ailleurs, les appels de la gauche revendiquent la démocratisation des études pour les fils de travailleurs. À cet égard, l'initiative de Charles Chareil, artisan, militant, ancien commandant estimé de la résistance dans le maquis de la Creuse, est démonstrative. Pour ce chef historique, la priorité est de créer en Creuse des centres de vacances pour les apprentis de France, pour ceux qui ont une rémunération insuffisante ou un statut précaire. Il crée avec des volontaires une association qui deviendra le Moulin des apprentis, pour relever les moulins désaffectés le long de la Creuse. Il en fera des centres de vacances. Les apprentis ont échappé à la voie royale des études supérieures ou universitaires. Cependant, ils ont la volonté de prendre place dans l'artisanat, devenir charpentiers, ferronniers, forgerons, maçons. Ils deviendront les bras spécialisés et les esprits pragmatiques de la société. Ils feront les arts et métiers. Dans la hiérarchie de l'époque, le travailleur ouvrier est déconsidéré. Il y a les cols blancs et les mains sales. Il y a peu d'intérêt pour les mains sales. Charles Chareil, dit le tonton, consacrera sa vie à faire estimer et reconnaître les petits des arts et métiers en France. Des initiatives comme celle-là, il y en eut beaucoup. Certes, vous allez citer l'abbé Pierre. Il en est d'autres plus modestes qui, dans leur région, se sentiront mobilisés pour aider les plus défavorisés et les amener à prendre place dans la société. L'idée sociale dégagée à l'époque n'est plus la charité. Il s'agit au contraire socialement d'une première tentative démocratique d'égalité des chances. Elle vise à intégrer les plus défavorisés dans la vie sociale. Elle appelle à l'engagement politique et professionnel. Elle incite les jeunes à devenir des citoyens à part entière, dans la confiance et la reconnaissance. Les revendications des droits civiques et sociaux pour les femmes et l'égalité des chances et des salaires sont de la même époque. Ces droits sont loin d'être acquis à l'époque. Ce sont seulement des affirmations, mais les adolescents de 1955 seront près de leurs camarades féminines. Ils seront aussi des combattants pour l'égalité des sexes. Les adolescents de 1955 ont porté à bout de bras et avec courage les modifications sociales colossales. Elles s'opéreront 20 années plus tard. Ils se sont dégagés des modèles d'avant-guerre.
Ils font le lit à la révolution culturelle de mai 1968. 2.2. Les générations élaborent l'idée européenne. 2.2.1. Les aînés qui ont construit l'Europe politique. L'Europe politique a été construite par les résistants qui ont transité par les camps de concentration et ont vécu le nazisme de près. Tous les pays européens connurent les différentes formes de nationalisme et le fascisme. L'idée européenne s'est construite entre les années 1930 et 1945. Dans chacun des pays belligérants proches du nazisme, certains politiciens opportunistes sont convaincus du national-socialisme d'Hitler. Ils accrochent à ce mouvement prometteur. Le nazisme, avec sa souche élitiste, raciale, nationaliste et sociale, a traversé tous les États européens avant de devenir l'idéologie mobilisatrice et conquérante dont Hitler s'est fait le leader. L'Europe fasciste a failli exister. L'histoire résiste. Les idéologies fascistes étaient présentes dans toute l'Europe nationale-socialiste et populiste. En Allemagne et en Autriche certes, mais également en Belgique, en Hollande, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, dans les pays baltes et dans les pays balkaniques. Nous avons, comme un sursaut, vu réapparaître ce courant international du national-socialisme, lorsque les pays de l'Est se dégagèrent de la dépendance de l'URSS. En effet, dans tous ces pays, le premier ennemi du national-socialisme était le communisme et le premier ennemi du communisme était le national-socialisme. Nous ne pouvons oublier cette composante sociologique européenne pour comprendre la création de l'idée européenne, parmi la génération des adultes qui vécurent la guerre comme soldats, prisonniers, réfugiés ou exilés. Le dessein européen est puissant dans les mouvements de résistance. 2.2.2. L'idée européenne est bien présente dans la résistance. L'idée générale d'un fédéralisme européen constituait un courant déjà bien affirmé entre les deux guerres. Ce courant avait surtout pour but de prévenir une deuxième guerre mondiale, à l'image de celle qui venait de se terminer. Il était porté par des intellectuels et des hommes politiques encore peu affirmés dans les partis traditionnels. Ernesto Rossi et Altiero Spinelli. Du manifeste de Ventotene en août 1944 est issue la fondation du mouvement fédéraliste européen italien qui, plus tard, proclama la Déclaration de la résistance européenne sur le fédéralisme. En France, Henri Freinet crée dès 1941 un rassemblement parmi les jeunes générations qui deviendra l'Union des fédéralistes européens. Il a été l'une des principales figures du fédéralisme de la résistance française, et il passe ensuite au mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe. Robert Schuman est un des fondateurs de la construction européenne. Au lendemain de la guerre, il a su convaincre son courant politique majoritaire de la nécessité vitale de s'unir dans la prospérité, la paix et la démocratie. Sur le plan politique démocrate chrétien, il incarne les aspirations collectives européennes. Plus pragmatique que les rédacteurs du manifeste de Ventotene, son objectif est de créer un processus allant vers la concrétisation d'une communauté supranationale administrée par une autorité suprême unique, dont la légitimité découlerait de la capacité à garantir la paix, de la recherche de prospérité commune à travers la croissance et un développement harmonieux. 2.2.3. Europe politique ou Europe sociale. L'idée de l'Europe sociale est peu présente chez ces fondateurs de l'idée européenne, issus de la résistance. Il s'agit davantage d'une pensée politique dont le but est de garantir le maintien de la paix. Toutefois, on peut souligner le rôle différent de Louise Weiss qui, en dehors de la voie politique, jette les bases d'un mouvement, la Femme Nouvelle. À travers ce mouvement, elle mène une campagne en faveur du droit de vote des femmes et milite pour l'accès au suffrage universel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle participe au réseau de résistance Patriam Récupéraire. En 1945, elle crée avec Gaston Boutoul l'Institut de polémologie. Cette nouvelle discipline étudie les corrélations entre les explosions de violence, les phénomènes économiques, culturels, sociaux, l'aspect psychologique et surtout les aspects démographiques récurrents. Une science nouvelle est issue de la Deuxième Guerre mondiale. On peut considérer la polémologie comme l'émergence d'une approche scientifique nouvelle, où sont pris en compte les phénomènes psychosociaux comme facteurs participant à des phénomènes de tension allant jusqu'à des déflagrations collectives.
Avec cette analyse, Gaston Boutoul met la pratique des sciences sociologiques au service des caractéristiques intrinsèques de la conscience collective. Il prend les phénomènes de culture, de mentalité comme facteurs constitutifs des courants qui, minoritaires au départ, peuvent créer des majorités plus tard. Il met en évidence le rôle des nationalismes utilisant les liens identitaires et culturels à des fins d'antagonisme collectif. On peut considérer que Gaston Boutoul est un des pères scientifiques de l'Europe sociale par l'identification d'outils d'analyse permettant de décomposer les cultures locales, régionales, les processus d'identité culturelle, nationale, le rôle des éléments religieux dans la natalité, le rôle des crises économiques dans les mouvements souterrains qui stabilisent ou déstabilisent les sociétés au sein des nations européennes. 2.2.4 Création du Conseil de l'Europe. Créé le 5 mai 1949 par le Traité de Londres, le Conseil de l'Europe est la première institution européenne dont la vocation est d'unir tous les États de l'Europe, et particulièrement tous ceux qui ont été entraînés dans la guerre contre le nazisme, y compris les pays de la sphère communiste, l'URSS et toutes les républiques démocratiques et socialistes. 2.2.5 Rôle des générations nées de la guerre. C'est avec ces générations-là que l'Europe économique se dota d'une dimension sociale. Les jeunes générations vont moderniser, actualiser, agrandir le dessein pacificateur et unificateur des pères de l'Europe. Elles ont apporté le ciment qu'il fallait. Ce ciment, c'est la culture européenne. Elle s'est pétrie dans les rencontres de jeunes à tous les niveaux. 2.2.6 Rôle dynamisant des ONG entre les deux guerres. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, animées par le désir d'éviter toute forme de conflit, les organisations internationales non gouvernementales, ONG, se sont fortifiées sous la Société des Nations, le Bureau international du travail. Sur le plan privé, des associations de jeunes d'opinion démocrate ont pris elles aussi la dimension internationale dans le mouvement catholique, le mouvement international de la jeunesse ouvrière chrétienne, les mouvements de travailleurs, les compagnons bâtisseurs, la CIMAD, l'internationale socialiste, l'internationale libérale, l'internationale des libres penseurs, les anarcho-syndicalistes. Il en est de même du droit international privé et public. Cet élan pragmatique unifie les bonnes volontés privées et la volonté des États. Les mouvements de jeunes se considéraient, quelle que fût leur orientation politique ou religieuse, porteurs de valeurs transversales internationales. L'amitié, les échanges humanitaires, l'entraide en cas de catastrophe. Les organisations internationales de la jeunesse étaient ainsi devenues, malgré les divisions étatiques, un vecteur de communications internationales pour des valeurs transversales et ont pu se forger un avenir. 2.2.7 Les jeunes nés de la guerre. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces canaux ont été réhabilités. Il ne fallut pas réinventer les ONG de jeunesse, ni les ONG humanitaires. Elles étaient là, et certaines d'entre elles avaient joué un rôle souterrain dans la résistance au nazisme. Le nazisme avait aussi ses organisations internationales de jeunesse, qui ressurgirent plus tardivement. Au-delà de la Seconde Guerre mondiale, les réseaux d'organisations non gouvernementales de jeunes ont repris force et vigueur en s'impliquant activement dans la reconstruction. Le service civil international est un exemple. Créé à la faveur de la Première Guerre mondiale, il organisa son tout premier chantier international sur le champ de bataille de Verdun, lieu bien symbolique. L'idée générale du service civil international était de mobiliser et de fédérer les jeunes de toutes les nationalités pour reconstruire la paix. Il s'agissait d'abord de relever les ruines, mais en même temps de développer l'idée d'une paix continue sur la base de deux principes figurant dans le slogan « Paix, pelle et pioche », la paix par la coopération. Le premier principe est de faire travailler ensemble les jeunes de tous les pays, de les faire se frotter les uns aux autres avec leurs différences religieuses, raciales, politiques. Le deuxième principe est de créer une communauté d'amitié, d'échange d'idées, de confrontation, en tout cas de partage affectif entre des jeunes issus de patries différentes qui quelques années auparavant étaient belligérantes. Lorsque sur des chantiers de service civil international, en 1960, l'organisation réunissait des jeunes de 18 à 25 ans, étudiants, jeunes travailleurs, italiens, espagnols, allemands, autrichiens, américains, français, belges, hollandais, suisses, anglais,
nous reconstituons en une période de 3 semaines une rencontre artificielle de jeunes dont les parents quelques années auparavant s'étaient retrouvés dans des armées opposées. Cette simple opération de travailler ensemble, de chanter, de discuter de projets de travail en commun à travers l'Europe, a permis de renforcer l'esprit international de coopération, d'amitié entre les peuples européens. Le SCI a aussi tenu, en 1980, les mêmes chantiers dans le désert de Gaza où étaient regroupés les réfugiés palestiniens sous la diligence des Nations Unies, Universal Human Rights Organization UHRO. La même dynamique était attendue. Les 30 années qui suivirent ont montré la limite du modèle, lorsque les impérialismes politiques ont supplanté la volonté des peuples. En 1960, malgré le marché commun, les frontières nationales existent toujours. L'existence de formalités indispensables pour passer d'un pays à l'autre sera un frein important. Par contre, pour les jeunes, ce problème ne va pas faire obstacle. Les échanges s'intensifient, le travail en commun se poursuit, des coopérations s'établissent, des mariages se font, des amitiés se créent, des associations s'établissent entre jeunes pour bâtir leur avenir ensemble. Ils deviendront des partenaires en tant que chefs d'entreprise, des membres de clubs sportifs qui se rencontreront à la faveur de challenges internationaux, des musiciens qui feront connaissance à travers des échanges, des étudiants qui voyageront à travers des universités d'été et des chantiers de jeunes. La formule des chantiers de jeunes prend un essor considérable au-delà des années 50. Le service civil international fait voyager dans l'ensemble des pays européens et au-delà, plus de 20 000 jeunes chaque année. Des chantiers sont organisés dans tous les pays par des organisations de volontaires. Il faut savoir que chaque organisation internationale de jeunes comme la JOC, les Compagnons Bâtisseurs, la CIMAD, pourrait donner les mêmes statistiques. Nous évaluerons, bon an mal an, à une centaine de milliers le nombre de jeunes qui voyagent en Europe chaque année. Les organisations internationales privées, avec leur secrétariat souvent bénévole, constituent une base logistique essentielle pour réaliser ces échanges internationaux. Chaque organisation internationale de jeunes est constituée de branches nationales tenues par des volontaires. Elles sont fédérées par des secrétariats régionaux, européens, asiatiques, nord-africains et internationaux. Ces organisations, fédérées à un niveau international, réunissent chaque année une assemblée et des comités internationaux pour mettre en commun l'ensemble des résultats et planifier leurs activités et leurs programmes pour les années à venir. En 1968, il est révélateur de lire. Le service civil international est à la veille de son cinquantenaire et son travail dans le domaine du service volontaire, surtout parmi les jeunes, a augmenté considérablement. Cette année, des volontaires SCI sont venus de 50 pays de tous les coins du monde, et le travail du SCI soulève actuellement un intérêt grandissant en Afrique. Le fait que le SCI se fasse progressivement reconnaître par les gouvernements, sans compromettre son indépendance politique, est de plus un résultat d'importance. L'idée de l'Europe sociale s'est donc élaborée aussi à travers ces organisations de jeunes. Par social, il faut entendre tout ce qui touche l'humain dans sa dimension scolaire, culturelle, éducative, sociétale et économique, la solidarité et la création d'un nouveau modèle plus juste, plus égalitaire. La représentation que chaque jeune a pu se faire des jeunes des autres pays s'est forgée à travers les forums internationaux. Ces jeunes sont devenus des responsables d'organisations, d'entreprises ou des responsables politiques à tous les échelons. Nous retrouverons cette culture plus tard dans l'Union européenne de villes et de communes unies. La culture de la rencontre, de l'union, de l'échange s'établit. C'est cela l'idée de l'Europe sociale. C'est l'Europe des peuples qui se rencontrent, se voient, se connaissent, s'affirment et échangent. L'émergence d'un courant de tolérance et de coopération alimente une opinion publique sociale différente des intérêts politiques toujours dominés par la guerre froide et l'anticommunisme. 2.2.8 Les auberges de jeunesse. Il faut mettre en évidence le mouvement international des auberges de jeunesse. Matériellement, l'idée est extraordinaire. Elle permet aux jeunes qui en éprouvent le besoin d'aller ailleurs, de voyager. Chemin faisant, ils rencontrent d'autres camarades, étudiants, jeunes ouvriers qui, comme eux, sont poussés par l'idée de la rencontre et de la découverte des autres pays. Le mouvement européen des auberges de jeunesse
a la même vocation de faire se rencontrer les cultures et les sociétés. C'est une organisation non gouvernementale privée, parfois relayée par des villes et communes qui ont développé cette initiative en mettant à disposition des locaux et des personnels. Notons que toutes ces organisations sont issues de démarches volontaires. On ne soulignera jamais assez le rôle du volontariat dans la dynamique de changement. Le changement est toujours une démarche volontaire, liée à la libre initiative. Je me souviens, juillet 1956, auberge de Blois, la tablée du jeudi soir est bien fournie. Certains sont venus en autostop, la majorité à bicyclette. Le vélo est, à l'époque, le moyen le plus accessible et le moins onéreux pour voyager, réaliser des projets en dehors de la sphère familiale. Il faut oser. Ceux qui se retrouvent à l'auberge de jeunesse ont osé franchir l'inconnu. Forcément, ils se rendent dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, par des routes qu'ils découvrent. Ils vont à l'aventure. Ce soir-là, à l'auberge de jeunesse, tous ces aventuriers se retrouvent. L'un est étudiant en philosophie à la faculté de Paris, un autre est étudiant en sociologie, un troisième est musicien et vient de Liège. Une jeune fille hollandaise a pris le chemin de France, traversé Paris et se retrouve à Blois. Elle est étudiante en médecine. Un jeune travailleur de Lille est arrivé là en autostop. C'est sa première échappée familiale. Il a 18 ans. En fait, c'est un apprenti. Il rejoint un chantier international qui est organisé par la Chambre des apprentis de Creuse à Guéret, et dont Charles Chareil est la cheville ouvrière. À l'heure du dîner, la communauté se retrouve à la cuisine. Chacun y fait sa bouffe, l'un son cassoulet, l'autre son omelette, le troisième ses nouilles, le quatrième son pain au saucisson. Dès que le ventre est repu, les échanges s'animent. D'où viens-tu? Que fais-tu? Que penses-tu? Chacun y met sa passion, son vécu, ses raisons. Aucun zadgiste n'est indifférent. Être là, c'est déjà un acte fort. Dans les têtes, il y a la lutte des classes, la reconstruction d'une société plus juste, la lutte contre la guerre. Certains prônent la lutte non violente, d'autres la lutte armée contre l'exploitation colonialiste. Tous sont d'avis qu'il faut se regrouper pour faire valoir des valeurs nouvelles d'égalité et de solidarité. On ne peut, à ce moment, échapper à la discussion. D'ailleurs, ils sont là pour cela. Ce courant traverse la totalité de la jeunesse. Certains intellectuels l'abordent sur un mode théorique, d'autres travailleurs sont engagés dans des organisations politiques communistes ou syndicales. Quant à notre jeune étudiante en médecine, elle va vers un stage organisé par la Croix-Rouge de Limoges, centré sur l'intervention d'urgence en cas de catastrophe naturelle ou de conflit. Le petit Belge, en réaction aux Parisiens verbeux, fait état de son internationalisme qui permit à nos pays de quitter le front de la belligérance. À l'internationalisme, un étudiant en histoire ayant fait sa thèse sur Montesquieu réplique que Napoléon est sans doute le précurseur de la construction de l'Europe avec les idées de la Révolution française. S'agit-il d'un coup de sang patriotique, s'interrogent certains? Non. Au contraire, les camarades étudiants parisiens mettent en doute la sincérité de Napoléon en tant que diffuseur des idées de la Révolution. Ils y voient surtout l'ambition du général, de l'homme de guerre, un empereur qui, à l'image des rois féodaux Charlemagne, Charles Quint bien avant lui, ont voulu construire un empire sur la totalité du continent européen et asiatique. Nous convenons tous que Napoléon s'est servi de l'idée de la Révolution française pour réaliser son empire. Méfions-nous de nous prendre les pieds dans les grandes idées. Il faudra tenir les promesses sincères et généreuses jusqu'au bout. Surtout, il faudra que la liberté soit la liberté du peuple, que l'égalité soit l'égalité pour toutes les petites gens. Ce sont eux qui souffrent le plus des inégalités. La discussion va s'épuiser jusqu'aux petites heures mais pas trop tard car, en auberge de jeunesse, à 10h30 ou 11h, les lumières s'éteignent. Jusque-là, le monde a été reconstruit. Chacun y a apporté son regard, s'est impliqué corps et âme dans la discussion, a défendu son point de vue jusqu'au bout. Chacun se trouve là volontairement. Cependant, le séjour à l'auberge de jeunesse n'est qu'un passage permettant une autre démarche plus large que nous retrouvons chez chacun de nos camarades autour de la table. Que d'échanges, de confrontations non violentes, d'affrontements. Ils resserrent les amitiés et font de ces rencontres de Blois
un moment extraordinaire dans la vie de chacun. Ceux qui vous en parlent se sont retrouvés plus tard à la faveur de certains événements, par hasard dans des rencontres internationales ou au gré d'un forum social européen. Cette année-là fut le carrefour de leur existence. 2.2.9 L'école de la jeunesse à travers l'amitié. L'organisation de la jeunesse européenne s'est de plus en plus affirmée comme une voie de mutualisation et de fédération des intérêts, des rencontres. Cela devint une nouvelle forme d'organisation du système d'échange et de rencontres. Au fur et à mesure, la jeunesse prit une importance politique plus grande dans la vie sociale. Elle deviendra la vague de mai 1968. L'enseignement obligatoire jusqu'à 14 ans, jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18 ans, les allocations familiales jusqu'au bout des études, tout cela prolonge la jeunesse. Les nouvelles générations impriment une nouvelle culture des relations entre les citoyens et dans les familles. Dans tous ces échanges entre jeunes, dans tous ces forums, chacun approche la réalité avec son vécu local, sa culture mais aussi la représentation qu'il a de l'autre. Les échanges forment un patchwork où les idées se marquent en termes de rencontres de travail en commun, de recherche de dénominateurs où chacun peut se retrouver. 2.2.0 La culture du dialogue. C'est dans cette culture de la rencontre que nous trouvons le levain au sein duquel l'idée sociale de l'Europe a pris racine. Elle fait émerger la citoyenneté européenne sur fond de citoyenneté du monde, existant comme une espérance en chacun. En chaque jeune, des représentations nouvelles se sont stratifiées au niveau local, régional, international, mondial. Dans ces strates successives, nous pouvons progressivement envisager l'Europe des citoyens, l'Europe des peuples, l'Europe des régions, l'Europe des cultures, vécue non pas sur un mode concurrent, menaçant, mais sur le mode de la complémentarité et de la diversité des voix. La représentation vécue de l'autre apporte une nouvelle dimension. Si je connais l'autre, il prend image et valeur humaine. L'autre n'est plus l'allemand, le communiste, le catho. Il est lui-même. 3. Les ruines sociales LAISSES par la guerre. 3.1 Des acteurs, des inventeurs sociaux. À cette époque de la reconstruction, il faut traduire l'intention dans l'invention. Les réseaux antérieurs se prolongent. Les nouvelles générations en créent d'autres. L'Europe politique, le marché commun, le Conseil de l'Europe propulsent des idées et des suggestions que les ONG peuvent saisir rapidement. Les nouvelles mentalités sociales, philosophiques et politiques des années 1960. 1970 jettent des éléments épars qui vont bientôt se constituer en des visions et des actions communes. Comme à la Renaissance, les gens circulent. La communauté stimule les échanges et la coopération européenne. Nous la saisissons au vol. Elle relaie nos visions. Nous traçons dans ce chapitre les passages de l'itinéraire géographique, où partout nous rencontrons des hommes et des femmes pris du même élan de construction de l'Europe sociale. 3.2 En pays de Liège. Les vallées du Gir et de la Meuse nous mènent au bout de la Belgique, là où trois nations se rencontrent, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. En enfonçant la bêche à 50 cm, nous retrouvons des traces de tous les conquérants qui y sont passés. Le célèbre D'Artagnan, mousquetaire du roi Louis XIV, est mort sur les rives de la Meuse lors du siège de Maastricht qui n'a duré que 14 jours, 13 au 26 juin 1673. Tous les belligérants européens des guerres des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles ont séjourné dans ces vallées fertiles, ces souterrains dans la craie. Les petits peuples de ces trois régions ont dans leur sang les chromosomes de tous ces belligérants courtisés durant les sièges ou les périodes d'occupation. L'histoire ne s'invente pas. Elle s'écrit seulement. C'est à Maastricht que le fameux traité scellant les destinées de l'Union européenne fut signé le 7 février 1992. L'histoire parfois se rebiffe à grands cris de colère par l'affirmation d'un franc-tireur. En plein centre de ce champ de bataille vieux de plusieurs siècles, un pacifiste y érige une tour de la paix. La tour d'Ebenezer donne la réponse au fort militaire imprenable d'Eben Emael. L'Europe sociale est l'histoire des petits peuples avec leurs blessures, leurs réactions. Il en est comme cela sous toutes les latitudes. Dans ce décor de la Basse-Meuse et de la vallée du Gir, théâtre réel des événements,
Marc Garcet, le garçon chevauchant les ruines de son village détruit, avec son ami Jean Blaffard, aura l'idée de créer une organisation dont le but est d'apporter une aide psychosociale aux populations sinistrées. Sans doute alimenter des réactions à cette longue histoire connue, l'auteur va fédérer des organisations non gouvernementales des nombreux pays européens pour réaliser son objectif. En 1945, aux confins des 3 pays voisins reliés par des routes, des fleuves et des canaux, l'industrie charbonnière, la fabrication d'armes et la métallurgie n'ont pas cessé le travail pendant la période d'occupation allemande. Elles ont seulement changé de propriétaire, ou plus simplement les patrons se sont mis au service de l'ennemi. Le commerce des armes n'a pas d'odeur ni de morale. Les zones de la Basse et de la Haute-Meuse sont sorties de la guerre avec toutes leurs capacités industrielles. Elles ont poursuivi leur production sans trop se poser de questions. Alors que le tissu industriel sidérurgique allemand, la production d'armement et l'aéronautique avaient subi les bombardements alliés marquant la fin de la guerre, nos vieilles usines tiraient au plus loin leurs vieilles machines. Le plan Marshall rétablit l'industrie allemande. Modernisée et performante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.